Imaginez le dernier coucher de soleil. Pas seulement la fin de la journée, mais la fin du monde entier. Le soleil descend lentement sous l'horizon, colorant le ciel de nuances de pourpre et d'or, et vous réalisez que demain sera une ère complètement différente. Quelque chose de grand et de puissant qui semblait éternel s'éteint tranquillement, comme un feu mourant dans la nuit froide. C'est exactement le genre de coucher de soleil que les habitants de Rome au VE siècle, après Gessé, ont regardé, sans même se rendre compte qu'ils assistaient à la fin de 1000 ans d'histoire. Je vous invite à indiquer dans les commentaires la ville où vous vous trouvez et l'heure qu'il est. Que nos voix se joignent au cœur uni du silence de cette nuit. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les brumes des siècles, dans un lieu où, parmi les ruines de colonnes de marbre et les fresques assombries par le temps, nous pouvons encore entendre les échos des derniers jours de l'Empire romain. Mais vous savez ce qui est étonnant? La chute de ce colosse n'a pas été comme l'effondrement soudain d'une montagne, mais comme la lente fonte d'un glacier, presque imperceptible pour ceux qui vivaient à cette époque, mais irréversible et majestueuse dans sa lenteur. 476 ans après le Christ. C'est la date que les historiens aiment appeler la fin de l'Empire romain d'Occident. Mais imaginez ce jour non pas comme un dénouement tragique, mais comme un matin tranquille où, dans le palais impérial de Ravenne, un jeune homme nommé Romulus Augustulus, un garçon d'à peine 16 ans, a déposé sa toge pourpre. Son nom était presque moqueur, Romulus, le fondateur de Rome, et Augustulus, le petit Auguste. L'histoire aime les ironies de ce genre. Odoacer, le chef des tribus germaniques, entre dans la salle du trône, non pas comme un conquérant écrasant les portes, mais plutôt comme un voyageur fatigué qui a enfin atteint sa patrie. Il a même épargné le jeune empereur, impressionné par sa beauté et sa jeunesse, en lui accordant une pension décente et en l'envoyant vivre dans un domaine tranquille. Les insignes impériaux, diadème, sceptre, manteau de pourpre, sont soigneusement emballés par Odoacer et envoyés à Constantinople, à l'empereur Zénon, comme s'il rendait au propriétaire les clés de la maison qu'il n'était plus en mesure d'entretenir. Mais ce n'est que la face visible de ce qui se passe. Sous la surface de cet événement, presque pacifique, se cachaient des courants profonds qui érodaient les fondations de l'Empire depuis des siècles. Imaginez un arbre ancien. Il peut sembler puissant et inébranlable à l'extérieur, mais à l'intérieur, son tronc a été corrodé par le temps, ses racines se sont affaiblies et même une brise légère peut le faire tomber. À la fin du IIIe siècle, l'empereur Dioclétien, un souverain sage et prévoyant, s'est rendu compte que l'Empire était devenu trop grand pour un seul homme. Il l'a divisé en deux parties, l'une orientale et l'autre occidentale,
comme un père attentionné qui répartit une immense maison entre ses fils. Cette décision prise en l'an 285 semblait raisonnable. Après tout, il était presque impossible de gérer les terres allant de la brumeuse Grande-Bretagne aux sables de la Mésopotamie. Mais la division s'est avérée fatale à l'ouest, comme un arbre coupé en deux, dont l'une des moitiés a reçu plus de soleil et d'humidité. L'Empire d'Orient, avec Constantinople en son centre, est florissant. Cette ville, construite au carrefour de l'Europe et de l'Asie, est comme un port de mer dans la tempête, protégée, riche, ouverte au commerce avec les pays lointains. Les navires apportent la soie de Chine, les épices d'Inde, l'or d'Afrique. L'Occident, en revanche, a reçu un héritage plus lourd, de longues frontières avec des voisins agités, des terres épuisées, des villes qui se vident peu à peu. L'économie de la partie occidentale de l'Empire ressemble à un ruisseau qui coule lentement et qui devient moins profond d'année en année. Le commerce s'éteignait, les artisans quittaient les villes, les agriculteurs fuyaient les lourds impôts. L'empereur Dioclétien a tenté d'arrêter ce processus avec son célèbre édit sur les prix maximum en l'an 301. Mais la tentative de geler l'économie a été aussi infructueuse que le désir d'arrêter les inondations printanières. Les prix du marché noir grimpèrent encore plus haut et les marchands respectueux de la loi firent faillite. Les impôts deviennent de plus en plus lourds. Les marchands et les artisans étaient soumis à un impôt spécial appelé Chrysargyrum, impôt sur l'or et l'argent. Cet impôt était tellement détesté par la population que lorsque l'empereur d'Orient, Anastase IV, l'a supprimé, le peuple s'est réjoui comme si une longue guerre avait pris fin. Mais en Occident, il n'y a pas eu de telles réjouissances. Les impôts qui ont poussé comme de la mauvaise herbe après la pluie. L'armée romaine, autrefois redoutable et invincible, subit elle aussi de profonds changements. Imaginez un commandant qui perd peu à peu confiance en ses soldats et commence à engager des mercenaires. C'est exactement ce qui arrive à Rome. Les légions sont de plus en plus composées de barbares, germains, Goths, Francs, qui servent pour un salaire, mais ne sont pas liés à l'Empire par les liens du sang et de la tradition. Ces guerriers étaient courageux et habiles, mais leur loyauté pouvait être achetée, et ce qui pouvait être acheté pouvait aussi être vendu. Peu à peu, les chefs de guerre barbares ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans la politique de l'Empire, comme des serviteurs à gages qui ont un jour réalisé qu'ils étaient plus forts que leurs maîtres. Les changements religieux ont également contribué à la transformation générale. Lorsque l'empereur Constantin a légalisé le christianisme en l'an 313, il a d'abord apporté une nouvelle unité à l'Empire. La foi chrétienne s'est répandue dans les provinces comme la lumière du matin, promettant aux gens espoir et réconfort. Mais peu à peu, la nouvelle religion
a commencé à détourner les ressources et l'attention des problèmes urgents de la défense et de l'administration. De magnifiques églises ont été construites, de nombreux monastères ont été entretenus et l'argent qui était auparavant dépensé pour les routes et les forteresses l'a été pour décorer les autels. Le christianisme a également entraîné des schismes. Les différents mouvements se disputaient les points de doctrine les plus fins avec une telle passion que le sort du monde en dépendait. C'était peut-être le cas, car lorsqu'une société perd son objectif unifié, elle commence à se désagréger, chacun tirant dans sa propre direction. La corruption corrode l'appareil d'État comme la rouille sur le fer. Les fonctionnaires pensent davantage à leur propre enrichissement qu'au bien de l'Empire. Les intrigues et les meurtres sont devenus monnaie courante, même au sommet de l'État. La 454e année, l'empereur Valentinien III a tué de ses propres mains le remarquable commandant Flavius Aetius, que les contemporains appelaient le grand salut de la République occidentale et l'horreur pour le roi Attila. Avec ce meurtre, comme l'ont écrit les chroniqueurs, le royaume d'Occident est tombé et n'a pas pu renaître. Mais les problèmes internes ne sont qu'un aspect de la question. À l'extérieur, des tribus barbares pressant l'Empire, comme les vagues de l'océan sur les rochers côtiers. Ces tribus n'étaient pas des destructeurs sauvages, comme on le croit souvent. Nombre d'entre elles vivaient depuis longtemps à proximité des frontières romaines, commerçaient avec l'Empire, servaient dans ses armées et avaient adopté ses coutumes et sa langue. Les Huns d'Attila sont arrivés de l'Est comme un ouragan des steppes, forçant les autres tribus à chercher de nouvelles terres. Les Goths, les Vandales, les Francs, les Burgondes, tous ces peuples se sont déplacés non seulement pour s'emparer des richesses romaines, mais aussi sous la pression des changements climatiques. Les 4e et 5e siècles ont été marqués par des refroidissements et des sécheresses qui ont rendu les habitats familiers moins habitables. Le climat a joué son rôle dans ce grand drame, imperceptiblement, mais inexorablement. Les mauvaises récoltes ont entraîné des famines, les famines des migrations, les migrations des guerres. C'est comme si la nature poussait les hommes à changer, les forçant à chercher de nouveaux foyers sous un soleil plus clément. C'est dans ce contexte où les contradictions internes sont exacerbées par la pression extérieure que se sont produits des événements qui ont choqué les contemporains et qui sont entrés dans l'histoire comme des symboles de la fin de l'Ancien Monde. La 410e année de la Nativité du Christ, imaginez un matin d'août à Rome. Le soleil n'est pas encore levé, mais on sent déjà que la journée va être étouffante. Dans les maisons des patriciens,
Les serviteurs préparent tranquillement le petit déjeuner, les marchands étalent leurs marchandises dans les rues et les enfants jouent dans les cours. Une matinée ordinaire dans une ville éternelle. Mais quelque part, au-delà des collines, on entend le bruit lointain des sabots et le cliquetis des armes. C'est l'armée d'Alaric, roi des Wisigoths, qui s'approche. À cette époque, Rome n'est plus la capitale de l'Empire. Les empereurs lui préfèrent Ravenne, plus sûr, entouré de marais et protégé des raids barbares. Mais pour le reste du monde, Rome restait un symbole, le cœur de la civilisation, une ville que ses habitants croyaient éternelle. Alaric a abordé les murs de la ville, non pas comme un conquérant sauvage, mais plutôt comme un créancier venu recouvrer une dette. Les Wisigoths étaient des fédérés de Rome, des alliés à qui l'Empire devait des salaires et des terres à coloniser. Lorsque les portes de la ville furent ouvertes, non par la force, mais en accord avec une partie de la noblesse romaine, ce ne furent pas des hordes barbares, mais une armée disciplinée qui entra dans la ville. Alaric était chrétien, ce qui lui a permis de marquer d'une empreinte particulière ce qui se passait. Les églises sont restées intactes, les habitants n'ont pas été tués pour rien. Il y a bien eu des pillages, mais ils étaient plus rituels, comme une punition symbolique d'une ville qui avait manqué à ses obligations depuis trop longtemps. Ce premier sac de Rome depuis 800 ans a duré 3 jours. Mais même dans ces jours d'horreur, il y avait des caractéristiques surprenantes de l'époque. On raconte que lorsque les soldats gothiques pénétrèrent dans l'un des temples et trouvèrent de précieux ustensiles d'église, ils n'y touchèrent pas, mais les renvoyèrent aux églises chrétiennes, les accompagnant dans une procession solennelle à travers la ville. 45 ans plus tard, Rome est confrontée à un nouveau défi et bien plus difficile. Le roi Aeserich des Vandals était un homme très différent du noble Alaric. C'était un politicien rusé et calculateur qui avait fait de sa tribu une puissance maritime, contrôlant la Méditerranée à partir d'une base située dans la ville de Carthage qui avait été capturée. L'histoire de ce second pillage commence par un drame de palais digne d'une tragédie antique. L'empereur Valentinien III est assassiné en mars de l'an 455 par le sénateur Petronius Maximus, qui venge ainsi l'atteinte portée à l'honneur de sa femme. Maximus, ayant pris le pouvoir, obligea la veuve de l'empereur assassiné, Licinia Eudoxia, à l'épouser. Mais Eudoxie ne supporte pas cette violence. L'histoire prend ici un caractère presque romanesque. Eudoxie envoie secrètement un message à Aeserich en Afrique, le suppliant de venger la mort de son mari et de la libérer du tyran. Aeserich n'a pas besoin d'autre motif. Son fils est fiancé à la fille de Valentinien, et Maximus a l'intention de rompre ce pacte en mariant la jeune fille à son propre fils. Mais l'appel de l'impératrice confère à la campagne une légitimité particulière.
La flotte vandale traverse la Méditerranée rapidement et furtivement. Rome apprend trop tard l'approche de l'ennemi. Des émeutes éclatèrent dans la ville, au cours desquelles Maximus lui-même fut tué par une foule en colère le 31 mai ou le 1er juin de l'année 455. Ironiquement, l'homme qui a déclenché cette tragédie n'a pas vécu pour en voir le dénouement. Le 3 juin, Eiserich entre sans combattre dans la ville sans défense. Il est accueilli aux portes de la ville par le pape Léon Tluyer, celui-là même qui avait persuadé Attila de ne pas prendre Rome d'assaut quelques années plus tôt. Le pape n'est plus tout jeune, mais son autorité est immense. Cette rencontre entre deux vieillards, un grand prêtre chrétien et un roi barbare, est l'essence même de cette époque où l'ancien et le nouveau s'entremêlent de la manière la plus étrange qui soit. Léon supplie Heiserich d'épargner la ville de l'incendie et les habitants du massacre. Le roi vandale accepte, mais sa conception de la pitié est très différente de celle de Rome. La suite n'est pas un pillage chaotique, mais une opération méthodique visant à s'emparer de tous les objets de valeur de la ville. Pendant 15 jours, du 2 au 16 juin, Rome est systématiquement pillée. Les Vandales agissent comme des évaluateurs expérimentés, dressent des listes et enlèvent systématiquement tout ce qui a de la valeur. L'or du palais impérial, les trésors royaux, le cuivre et même la moitié du toit en bronze doré du temple de Jupiter Capitole, tout est embarqué sur des navires. Les contemporains étaient particulièrement étonnés que Geiserich se soit même emparé de trésors juifs qui avaient été apportés à Rome par l'empereur Titus après la destruction de Jérusalem. Mais le butin le plus précieux était les personnes. Eudoxie et ses filles, de nombreux nobles romains, des artisans et des esclaves furent emmenés par les Vandales en Afrique. Curieusement, Eudoxie, qui avait elle-même appelé Geiserich, devint sa prisonnière, puis fut donnée en mariage à son fils Guneric, réalisant ainsi une alliance matrimoniale qui avait été planifiée du vivant de Valentinien. Rome reste pratiquement vide pendant 1 mois entier. Ce n'est qu'en juillet que Marcus Avitus est proclamé nouvel empereur, mais son pouvoir reste insaisissable. La ville se rétablit lentement, comme un homme après une grave maladie. Entre ces événements dramatiques, la vie de l'Empire s'est poursuivie, et il est étonnant de voir comment il a continué à fonctionner en ces temps troublés. La machine administrative créée par Dioclétien et perfectionnée par Constantin a fonctionné avec une régularité mécanique, même au milieu du chaos. L'Empire était divisé en 4 grandes préfectures, chacune dirigée par un préfet prétorien. Ces hauts fonctionnaires étaient en quelque sorte les vice-rois de l'empereur dans de vastes régions. Au-dessous d'eux se trouvaient les vicaires qui gouvernaient les diocèses
des unités administratives plus petites. Enfin, tout en bas de la pyramide, les gouverneurs provinciaux portaient des titres divers, consul, président, recteur. Il existait une hiérarchie sociale stricte qui ressemblait à une échelle menant au trône impérial. Tout en haut se trouvaient les patriciens, la plus haute noblesse de l'Empire. Au-dessous d'eux se trouvaient les illustres, les spectabili, les clarissimes. Chaque rang avait ses propres privilèges et ses propres devoirs. Ce système de titres n'était pas seulement un hommage à la vanité, mais une tentative de créer un ordre stable dans un monde où tout se désagrégeait. L'organisation militaire a également subi de profonds changements. Les anciennes légions qui avaient conquis le monde ont pratiquement disparu. Elles ont été remplacées par les limitants, des troupes frontalières stationnées dans des camps et des forteresses le long des frontières. Ces soldats ressemblaient davantage à des colons militaires qu'à des guerriers professionnels. Ils travaillaient la terre, commerçaient avec la population locale et épousaient des femmes barbares. La véritable force de l'Empire réside dans les comitatenses, des armées de campagne stationnées dans les villes. Ces troupes mobiles pouvaient se déplacer rapidement là où se trouvait une menace. Elles étaient commandées par les magistères militum, les commandants suprêmes, qui devinrent progressivement les personnes les plus influentes de l'État après l'empereur. Mais même en ces temps troublés, il est frappant de constater le fonctionnement du service postal impérial, le cursus publicus. Ce système, créé par Jules César et perfectionné sous Auguste, a continué à fonctionner presque jusqu'à la fin de l'Empire d'Occident. Imaginez les tabellarii, ces messagers piétons portant des coiffes distinctives avec des ailes symbolisant le dieu Mercure. Ils parcouraient les routes de l'Empire, transportant d'importantes dépêches d'un bout à l'autre du monde romain. Ils parcouraient les routes de l'Empire, transportant d'importantes dépêches d'un bout à l'autre du monde romain. Le réseau routier de l'Empire est une véritable merveille d'ingénierie. 150 000 kilomètres de routes pavées reliaient les coins les plus reculés de l'Empire. Ce n'est pas un hasard si le dicton « Tous les chemins mènent à Rome » est né. Les routes s'écartaient en effet de la capitale comme les rayons du soleil. Le long de ces routes, il y avait deux types de stations. Mansio, il s'agissait de véritables auberges peintes en rouge où les voyageurs pouvaient trouver un logement, de la nourriture et tous les services nécessaires. Il y avait des gérants, des palefreniers, des muletiers, des vétérinaires et des gardiens de chariots. De l'expression latine Mansio posita in, station située à tel ou tel endroit, vient notre mot moderne bureau de poste. Entre les grandes stations se trouvaient des mutatio, petites stations principalement destinées à changer les chevaux.
Ce système permettait aux messagers de parcourir de grandes distances à une vitesse sans précédent pour l'époque. Alors que Jules César ne pouvait parcourir plus d'une centaine de kilomètres par jour, l'empereur Tibère voyageait 2 fois plus vite grâce au service postal. Le cursus publicus était destiné exclusivement à l'usage public. La correspondance privée par son intermédiaire était strictement interdite. Les Romains fortunés utilisaient leurs propres esclaves rapides, capables de parcourir environ 70 km par jour. Les gens ordinaires envoyaient des lettres à des commerçants ou à des voyageurs de passage, et il arrivait que le message parvienne à son destinataire après de nombreuses années, voire qu'il se perde en chemin. Qu'arrive-t-il aux gens lorsque leur monde disparaît? Pas physiquement. Les maisons restent debout, les routes ne poussent pas du jour au lendemain. Les gens continuent à se réveiller et à se coucher, à manger du pain, à élever des enfants. Mais les fils invisibles qui les unissaient, qui donnaient un sens à leur existence, ces fils sont déchirés. C'est alors que commence un processus étonnant. Les gens réapprennent à vivre, s'adaptent, trouvent leur place dans un monde qui a changé. C'est exactement ce qui est arrivé aux Romains après l'an 476. Ils n'ont pas disparu du jour au lendemain, comme on l'imagine parfois. Au contraire, leur histoire s'est poursuivie, mais dans le cadre de nouveaux royaumes, sous la domination de ceux qu'ils appelaient encore récemment les barbares. Il est surprenant de constater que les rois barbares ne cherchaient pas du tout à se débarrasser de l'aristocratie romaine. Au contraire, ils ont pris conscience de la valeur de l'expérience romaine en matière de gouvernement, de loi romaine et de culture romaine. Les Francs, qui étaient à l'origine des alliés de Rome, dominaient pratiquement la noblesse romaine sur leurs terres à l'époque de l'empereur Majorien. Mais il s'agissait plus d'une fusion que d'une conquête. Les Wisigoths ont reçu des terres en Aquitaine en vertu d'un traité conclu avec l'empereur Constance au début du Ve siècle. Les Romains soumis à leur autorité conservent des droits particuliers. Une législation spéciale, la Lex Romana Visigothorum, régit même les relations entre Romains et Goths, soulignant le statut privilégié de la population romaine. En Italie, sous les Osgoths, l'aristocratie romaine ne subit pratiquement aucun changement majeur. Le roi Théodoric le Grand a gouverné plus comme un empereur romain que comme un chef barbare. Il portait des titres romains, s'entourait de conseillers romains et soutenait la culture et l'éducation romaine. La noblesse romaine a fait preuve d'une remarquable flexibilité dans ce nouvel environnement. Elle passe facilement d'un camp à l'autre au cours de divers conflits, guerres franco-occidentales, tentatives byzantines de reconquête. Il ne s'agit pas de trahison au sens habituel du terme, mais plutôt d'un désir de survivre et de maintenir son influence dans un monde où les anciennes loyautés ont perdu leur sens.
Mais qu'en est-il des gens du peuple, des Romains, qui n'appartiennent pas à l'aristocratie? Leur sort est régi par ce que l'on appelle les pravda barbares, des codes juridiques qui sont une merveilleuse fusion du droit romain et des coutumes germaniques. La vérité salique, compilée sous le roi Chlodwig au début du VIe siècle, dépeint une société où les Romains occupaient une place particulière, mais pas la plus élevée dans la hiérarchie sociale. Au sommet de la hiérarchie se trouvaient les Fransaliques, la royauté, la noblesse et les membres libres de la communauté. Ils représentaient une plus petite partie de la population, mais jouissaient de tous les droits. Les Romains occupent la deuxième place dans cette hiérarchie. Ils n'étaient pas dépendants, mais leur statut social était inférieur à celui des Francs. Les infractions commises à l'encontre des Romains étaient passibles d'une amende moins élevée que les infractions similaires commises à l'encontre des Francs. Les Romains étaient obligés de payer des impôts et de suivre les lois franques, mais ils conservaient leur liberté personnelle et le droit de posséder des biens. Il est intéressant de noter que les autres Germains, ceux qui n'appartenaient pas aux Fransaliques, étaient pratiquement au même niveau que les Romains, mais strictement séparés de la couche privilégiée des Fransaliques. Cela montre que la division n'était pas seulement fondée sur l'appartenance ethnique, mais aussi sur le critère de l'appartenance à la tribu dominante. Au-dessous de la population libre, il y avait différentes catégories de personnes dépendantes. Les Lètes sont des peuples barbares invités à s'installer dans l'Empire dès le IIIe ou le Xe siècle. Ils acceptent la sujétion romaine, mais sont privés d'autonomie. Dans la loi salique, les Lotiens étaient traités comme un peuple semi-indépendant. Ils bénéficiaient d'une inviolabilité personnelle, contrairement aux esclaves, mais ne pouvaient pas disposer librement de terre et devaient donner une partie de la récolte en guise d'impôt. Cette catégorie de Lètes se confond progressivement avec les anciens colons romains, agriculteurs attachés à la terre et dépendants de grands propriétaires terriens. C'est de cette fusion qu'est né ce qui deviendra plus tard le servage en Europe occidentale. Les freedmen, les esclaves affranchis, étaient presque sur un pied d'égalité avec les Lettles en termes de statut social. Ils n'avaient pas le droit de participer à la vie politique, ni de comparaître seuls devant les tribunaux, mais ils jouissaient d'une liberté personnelle. Tout en bas de l'échelle sociale se trouvaient les esclaves. Ils n'ont aucune intégrité personnelle et sont considérés comme la propriété de leur maître. La peine infligée à un esclave était payée à son maître et non à la victime elle-même. La loi bourguignonne, élaborée à la fin du Ve siècle, divise également la société en catégories, mais met davantage l'accent sur les relations foncières. Cela reflète les particularités de la société bourguignonne, où les questions agraires jouaient un rôle particulièrement important. Peu à peu, sur plusieurs siècles, un processus s'est mis en place que l'on peut appeler le grand métissage.
Romains et Germains ne se sont pas contentés de coexister. Ils se sont influencés mutuellement, ont emprunté des coutumes, se sont mariés et ont créé une nouvelle culture qui n'était ni purement romaine, ni purement germanique. Le latin n'a pas disparu avec la chute de l'Empire. Au contraire, il est devenu la base de la formation de nouvelles langues, le français, l'espagnol, l'italien, le roumain. Le droit romain a continué à fonctionner, bien que sous une forme modifiée, mélangée à des coutumes germaniques. Au XIXe siècle, les Romains, en tant que catégorie juridique distincte, avaient disparu de la législation des royaumes européens. Ils n'ont pas été détruits ou expulsés. Ils ont simplement cessé d'être des Romains au sens juridique, devenant les sujets de nouveaux rois francs, goths, lombardes, dans leur affiliation juridique, bien que beaucoup d'entre eux soient restés des descendants des habitants de l'ancienne Rome par leur origine. En Italie, le droit romain a été appliqué jusqu'au 8e siècle, puis le territoire a été fragmenté en de nombreuses petites principautés et cités-États, chacune d'entre elles vivant selon ses propres lois. Ce processus de transformation n'a pas été douloureux au sens où nous aurions pu l'attendre. Les gens se sont adaptés, ont trouvé leur place dans le nouveau système, ont continué à vivre, à travailler et à élever leurs enfants. Le paysan qui avait cultivé un champ en Gaule sous les Romains a continué à cultiver le même champ sous les Francs. L'artisan de Ravenne a continué à exercer son métier sous les Ostgoths. Bien sûr, il y a aussi eu des pertes. De nombreux éléments de la civilisation romaine ont disparu. Les termes publics, les amphithéâtres sont tombés en ruine. Les routes ont été envahies par l'herbe à certains endroits, les villes ont rétréci. Mais il ne s'agit pas d'une catastrophe au sens propre du terme. Il s'agissait d'une transformation, d'un changement lent et largement naturel d'un monde à un autre. À cette époque, loin à l'est, à Constantinople, vivait et travaillait un homme qui a été le témoin et le chroniqueur d'un autre chapitre de cette grande histoire. Procope de Césarée était secrétaire du célèbre général Vélisaire et a vu de ses propres yeux les tentatives de l'empereur byzantin Justinien pour reconquérir les territoires occidentaux perdus. Procope a rédigé son histoire des guerres non pas en tant qu'observateur extérieur, mais en tant que participant aux événements. Il a suivi Vélisaire dans ses campagnes contre les Vandales en Afrique et contre les Ostrogoths en Italie, et a participé aux campagnes perses. Ses descriptions des batailles, des sièges et des négociations diplomatiques sont pleines de détails vivants que seul un témoin oculaire pouvait remarquer. L'histoire des guerres se compose de 8 livres couvrant les événements de l'an 530 à l'an 553. D'un point de vue géographique, les guerres sont réparties entre les guerres perses, les guerres vandales et les guerres gothiques. Mais cette division est très conventionnelle. En réalité, tous ces conflits
faisait partie d'un plan grandiose de Justinien visant à restaurer l'Empire romain dans ses anciennes frontières. Procope a suivi la tradition classique de l'historiographie grecque établie par Thucydide. Il cherchait non seulement à décrire les événements, mais aussi à en comprendre les causes et les conséquences, à montrer comment les qualités personnelles des dirigeants et des commandants influençaient le cours de l'histoire, comment le hasard s'entremêlait avec la nécessité. Les 7 premiers livres de son œuvre ont probablement été rédigés dans les années 40 du VIe siècle à Constantinople, alors que l'auteur avait déjà terminé son service auprès de Vélisarius. Le dernier livre, le 8e, a été achevé en l'an 554 et décrit la phase finale des guerres gothiques en Italie. Procopius a relaté des événements qui lui semblaient marquer le début d'une nouvelle ère. L'empire de Justinien s'étendait de l'Espagne à la Mésopotamie, du Danube aux rapides du Nil. La grandeur romaine semblait renaître. Les royaumes barbares n'étaient qu'un fléau temporaire, un épisode dans l'histoire de la Rome éternelle. Mais dès le vivant de Procope lui-même, il est apparu que cette renaissance était plus un chant du cygne qu'une véritable restauration. Les territoires conquis nécessitaient d'énormes fonds pour leur entretien, se rebellaient constamment et étaient attaqués par de nouvelles tribus barbares. Byzance avait épuisé ses énergies à tenter de faire revivre ce qui appartenait déjà au passé. Il y a quelque chose de profondément touchant dans les dernières tentatives d'un homme pour s'accrocher à quelque chose qui est déjà irrémédiablement parti. Comme un vieil homme qui essaie de se souvenir du visage de sa femme morte depuis longtemps, comme un jardinier qui continue d'arroser un arbre desséché dans l'espoir de voir apparaître de nouvelles feuilles. Telle fut la tentative de l'empereur Justinien lié de ressusciter l'Empire romain d'Occident au VIe siècle de notre ère. Justinien monte sur le trône de Constantinople en l'an 57, alors que les royaumes barbares de l'Ouest se considèrent depuis longtemps comme des États indépendants. Mais pour cet empereur, il restait des provinces rebelles, temporairement hors d'obéissance. Il adopta finalement une politique étrangère consistant à reconquérir les territoires perdus et à mettre fin aux relations d'alliance avec les royaumes d'Europe occidentale. Ce plan grandiose a d'abord été couronné de succès. Vélisarius, le talentueux général de Justinien, vainquit le royaume vandale d'Afrique en une seule campagne, capturant leur roi Élimeur. Les légions romaines semblent à nouveau invincibles et les royaumes barbares s'effondrent comme des châteaux de cartes au premier coup dur. Puis vint le tour du royaume ostgothique en Italie. La guerre s'y prolongea pendant des décennies, se transformant en une série de sièges, de changements de villes, d'alliances temporaires et de trahisons. Rome passe plusieurs fois des Goths aux Byzantins et vice-versa.
La population italienne, qui a d'abord accueilli les armées byzantines comme des libérateurs, a peu à peu perdu ses illusions face aux nouveaux dirigeants qui se sont révélés tout aussi cruels et cupides que les précédents. En l'an 554, alors que Procope achevait son histoire des guerres, l'objectif semblait avoir été atteint. Les forces byzantines contrôlent l'Italie, l'Afrique du Nord et une partie de l'Espagne. Sur les cartes de l'époque, l'Empire semblait à nouveau presque aussi imposant qu'à son apogée. Mais il s'agit d'une impression trompeuse. Les territoires conquis ont été épuisés par de longues guerres, leur population a diminué, leurs villes sont en ruine. L'entretien de ces territoires nécessitait des fonds considérables dont Constantinople ne disposait tout simplement pas. Quelques années après la mort de Justinien, de nouvelles tribus barbares, les Lombards, envahissent l'Italie et les Byzantins doivent de battre en retraite, ne conservant que de petits territoires autour de Ravenne et dans le sud de la péninsule. La tentative de ressusciter le passé a échoué, mais elle a laissé une trace profonde dans la mémoire historique. Le rêve de restaurer l'Empire romain ne s'est pas éteint avec Justinien. Il a ressurgi dans l'idée du Saint-Empire romain germanique, dans les prétentions de Charlemagne et dans les ambitions de Napoléon. Même les tsars russes appelaient Moscou la troisième Rome, et les empereurs allemands se considéraient comme les héritiers des empereurs romains. Mais le véritable héritage de Rome ne réside pas dans les ambitions politiques, mais dans les couches les plus profondes de la civilisation humaine. La langue latine n'a pas disparu avec la chute de l'Empire. Elle s'est dissoute dans le langage populaire, devenant l'italien, le français, l'espagnol, le portugais, le roumain. Chaque fois que nous disons amour ou amor, nous prononçons un mot qui, il y a 2000 ans, résonnait dans les rues de la Rome antique. Le droit romain est devenu la base des systèmes juridiques de la plupart des pays européens. Lorsque les juristes ukrainiens évoquent aujourd'hui le principe de la présomption d'innocence ou les fondements du droit civil, ils s'appuient sur une tradition qui remonte aux juristes romains. Les traditions juridiques byzantines ont à leur tour influencé la formation du droit ukrainien par l'intermédiaire de l'Église orthodoxe et des liens culturels. Même des choses pratiques comme les services postaux portent la marque du génie romain. Les innovations romaines en matière de communication et de transport ont été oubliés après la chute de l'Empire, et il a fallu plus de 1000 ans à l'Europe pour retrouver le niveau d'efficacité que le Publicus Cursus avait atteint en matière de communication postale. Au XVIe siècle, le messager voyageait encore moins vite que le coursier romain à l'apogée de l'Empire. Mais l'héritage le plus important de Rome est peut-être la leçon sur la façon dont les grandes civilisations naissent, se développent et meurent. L'histoire de la chute de l'Empire romain d'Occident n'est pas seulement un récit d'événements anciens, mais un miroir dans lequel nous pouvons voir des modèles qui sont toujours d'actualité. Les problèmes économiques qui ont miné l'Empire, inflation, fiscalité excessive, corruption.
sont familiers à tout État moderne. La dépendance à l'égard des armées de mercenaires, qui a finalement conduit à une perte de contrôle de la puissance militaire, nous rappelle l'importance de la défense nationale et les dangers d'une dépendance excessive à l'égard des forces extérieures. La division de l'Empire en deux parties, l'une orientale et l'autre occidentale, montre comment la fragmentation politique peut affaiblir même l'État le plus puissant. Ces leçons sont particulièrement pertinentes pour l'Ukraine moderne. La lutte contre la corruption, la nécessité de réformes économiques, l'importance de l'unité face aux menaces extérieures, le besoin d'innovation et d'adaptation à un monde en mutation. Tous ces défis auxquels l'Empire romain était confronté sont également ceux de l'État ukrainien aujourd'hui. Mais l'histoire de Rome nous enseigne non seulement ce qu'il faut éviter, mais aussi que même les transformations les plus spectaculaires ne signifient pas nécessairement la fin. Les Romains n'ont pas disparu en l'an 476. Ils ont simplement fait partie du nouveau monde. Leur culture, leurs lois, leur langue ont continué à vivre et à se développer dans des conditions différentes. Au cours des siècles qui ont suivi, de nombreux mythes et idées fausses sur la chute de Rome se sont accumulés. L'une des plus courantes est l'idée que l'Empire s'est effondré à cause de la décadence morale. Cette idée populaire depuis l'époque des premiers écrivains chrétiens simplifie considérablement une réalité complexe. Il est vrai que la corruption et les abus étaient nombreux dans le dernier empire, mais pas plus que dans n'importe quel autre grand État de n'importe quelle époque. Les principales causes du déclin se situent dans les sphères économiques, militaires et politiques, et non dans le domaine moral. Un autre mythe est l'idée que les barbares étaient des destructeurs sauvages qui détruisaient tout ce qui était romain. En réalité, la plupart des tribus barbares étaient déjà des peuples assez civilisés qui cherchaient souvent non pas à détruire la culture romaine, mais à s'y intégrer. De nombreux rois barbares ont reçu une éducation romaine, ont porté des titres romains et ont soutenu des érudits et des poètes romains. L'image de Romulus Augustulus comme figure tragique ne correspond pas non plus à la réalité historique. Son renversement était plutôt un acte symbolique, une fin formelle d'un processus qui a déjà duré plusieurs siècles. La 476e année, le pouvoir réel dans la partie occidentale de l'Empire appartenait depuis longtemps aux chefs de guerre barbares, et l'empereur n'était qu'une marionnette entre leurs mains. L'étude de ces mythes nous aide à mieux comprendre non seulement le passé, mais aussi le présent. Nous avons trop souvent tendance à simplifier des processus historiques complexes, à chercher des explications simples à des phénomènes complexes, à diaboliser les adversaires et à idéaliser les alliés.
L'histoire de la chute de Rome nous montre que la réalité est toujours plus complexe que nous ne le pensons. L'Empire byzantin, héritier de la partie orientale de l'Empire romain, a perduré près de 1000 ans après la chute de l'Occident. Constantinople ne fut prise par les Turcs qu'en l'an 1453 et le dernier empereur byzantin, Constantin le 11e paléologue, mourut au combat sur les murs de sa capitale. En un sens, c'est à ce moment-là, et non en l'an 476, que l'Empire romain a réellement pris fin. Mais ce n'était pas la fin, mais seulement une nouvelle transformation. L'Église orthodoxe a conservé les traditions byzantines. Les princes de Moscou se sont déclarés héritiers de Constantinople et en Turquie même, de nombreuses traditions administratives et culturelles de Byzance se sont maintenues sous les sultans. Qu'est-ce que la chute de la civilisation? Il ne s'agit pas d'une catastrophe soudaine, ni d'un moment où tout s'effondre du jour au lendemain. C'est un lent processus de changement, d'adaptation, de transformation. Les anciennes formes s'éteignent, mais le contenu déborde dans de nouveaux récipients. L'Empire meurt, mais les peuples continuent à vivre. L'État disparaît, mais la culture demeure. C'est peut-être la principale leçon de l'histoire du dernier empire romain. Rien ne dure éternellement sous la lune, mais rien ne disparaît sans laisser de traces. Chaque civilisation laisse sa marque dans l'histoire de l'humanité. Chaque culture contribue au patrimoine commun de notre espèce. Ce soir, alors que nous terminons notre voyage à travers les derniers jours de l'Empire romain, il est bon de s'en souvenir. Dans un monde qui nous semble si rapidement changeant et imprévisible, il est utile de savoir que les gens ont déjà vécu des périodes de grands changements. Ils ont trouvé la force de s'adapter, de construire une nouvelle vie sur les ruines d'une ancienne, de transmettre à la génération suivante le meilleur de leurs ancêtres. L'Empire romain est tombé, mais Rome reste vivante dans nos langues, dans nos lois, dans nos rêves de justice et d'ordre. Et c'est peut-être là la véritable immortalité, non pas dans la pierre et le bronze, mais dans ce qui se transmet de génération en génération, dans ce qui s'inscrit dans la mémoire des hommes. Bonne nuit, chers auditeurs, que vos rêves soient peuplés d'images de temps lointains, lorsque les légions romaines marchaient sur les routes du monde, et que dans le silence de la nuit, on entendait le claquement des sabots des chevaux des coursiers qui portaient les nouvelles d'un bout à l'autre de l'Empire. À la prochaine fois, nous voyagerons à nouveau dans les labyrinthes du temps.